Qu'est-ce que je rêvais de faire plus tard? Certainement pas entrepreneur. Oh, j'ai dû rêver, comme à peu près tous les garçons de cette époque, d'être joueur de foot à Saint-Étienne, parce que moi j'avais 10 ans dans les années 70. Euh, Peut-être ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup rêvé. C'est-à-dire j'ai beaucoup imaginé, rêvé de trucs divers et variés. Je pense que ça fait peu partie des qualités d'entrepreneur, c'est d'avoir de l'imagination et des rêves. Si on n'a pas de rêve, on ne progresse pas. Mon père était un des premiers à monter la toute première entreprise de capital risque en Europe. Et que donc j'ai quand même baigné, alors côté plutôt financement, dans un monde ou dans un milieu d'entrepreneurs. Donc cette notion m'est apparue assez tôt, même si c'était pas ce qui me passionnait le plus, quoi. Mon père était banquier, enfin il a d'abord démarré en capitalisme, puis il a été banquier. Et maman qui a fait des études, après s'est arrêtée et nous a élevés. Je sais pas si quelle est la poule et l'œuf, c'est-à-dire est-ce que c'est parce que j'ai un tempérament plutôt combatif et compétitif que je fais du sport, ou est-ce que c'est parce que je fais du sport que je suis plutôt, c'est un peu des deux. En tout cas, clairement quand je démarre une compétition quelle qu'elle soit, je suis pas très bon perdant, quoi. On va dire ça comme ça. Oui, plutôt, je suis plutôt social, quoi. Oui, j'ai toujours été un peu chef de bande, quoi. Mais ça dépend un peu des contextes. Mais enfin, j'ai souvent été capitaine d'équipe de sport ou dans les BDE, etc., quoi. Alors, mes vacances, ben, moitié bord de la mer en Charente, moitié à la campagne. Donc, faire du sport, construire des cabanes, enfin ce qu'on fait quand on est gamin. Et puis, à partir d'un certain âge, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Alors c'était l'été de mes 15 ans où j'ai passé quelques semaines dans une ferme en Loiret à faire les foins, enfin moisson, et j'ai gagné, alors je sais plus combien j'avais gagné, pas grand-chose, et j'ai acheté une guitare à l'époque. J'étais moyen plus en classe, voilà, et donc naturellement j'ai fait une prépa, mon père a fait HEC, j'ai fait une prépa école de commerce. Voilà, mais c'était plus un choix qui gardait beaucoup de portes ouvertes plutôt qu'une vocation innée, quoi. Bon, à l'époque, dans les écoles de commerce, on ne travaillait pas énormément, il faut quand même dire la vérité. Et donc, j'avais un vernis général sur le fonctionnement d'une entreprise. Mais en fait, j'ai plus appris dans mes premières années professionnelles qu'à l'école, si je suis très honnête. Enfin, mon premier stage d'employé, j'étais standardiste. Pareil, quand j'étais, alors je devais être en première ou en terminale, je ne sais plus, et entre le 15 juin et le 15 juillet, j'étais standardiste dans un théâtre. Voilà, je prenais les réservations. Donc oui, je m'en souviens, c'est bien. Pas une vraie entreprise, mais enfin, c'est quand même une entreprise. Alors, mon premier vrai job, c'est chez L'Oréal, où je suis rentré donc comme chef de produit. Enfin, chez L'Oréal, on rentre avec 6 mois d'expérience de vente, hein. Et après, j'étais chef de produit donc dans la division grand public. Il y a pas eu d'étincelle, c'est une lente maturation. Donc moi, j'ai passé 10 ans chez L'Oréal, qui est une superbe boîte, qui surtout propose des challenges, enfin des nouveaux jobs tous les 2 3 ans. Donc on n'a pas tellement de temps j'allais dire, de gamberger, entre guillemets. Mais je m'étais toujours dit deux choses. Un, que j'avais envie d'être mon propre patron. Et deux, que je ne passerais pas plus de 10 ans chez L'Oréal. Et donc à un moment, les deux se sont rejoints et je me suis lancé. Mais c'est plutôt une lente maturation qu'un déclic, quoi. Oui, je pense il y a plusieurs modèles d'entrepreneurs, hein. Il y a celui qui, effectivement, il y a Bill Gates qui, à 19 ans, à Harvard, démarre. Il y a des maturités différentes. Moi, je pense que j'aurais eu du mal à monter une boîte à 19 ans. À 19 ans, j'avais des tas de choses qui m'intéressaient dans la vie, mais pas forcément le business.
Et puis, j'avais pas la maturité pour diriger une boîte. Je me suis retrouvé, moi, une fois que j'ai monté Phonehouse avec assez vite plusieurs centaines de salariés, j'aurais été incapable à cet âge-là d'assumer cette responsabilité. Donc les 10 ans chez L'Oréal, ça a été un espèce de super MBA, quoi. Mon dernier job, c'était patron de la Pologne, où je me suis retrouvé effectivement avec en fait une création d'entreprise, sauf que c'était l'argent de Madame Bettencourt et pas, et pas le mien. Donc il y avait des moyens, enfin je veux dire, c'était pas, il n'y avait pas les mêmes risques. Donc au fond, tout ça était une espèce de répétition générale. Il n'y a pas de modèle d'entrepreneur, il y a plein de modèles, mais moi j'en ai rencontré beaucoup dans des tas de pays. Je pense qu'il y a, dans ceux qui réussissent, il y a une notion un peu commune qui est celle de rebelle. Je sais bien que le mot peut paraître un peu provocateur, mais au fond, quelqu'un qui fait la même chose que les autres, avec les mêmes business practices, avec le même business model, finalement, comme s'il est tout petit, il ne peut pas faire mieux que les autres. Donc un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui prend un secteur d'activité et qui regarde les choses de manière différente et qui change un peu le paradigme. C'est souvent ça qui fait la différence. Et puis l'autre caractéristique, c'est peut-être un entraîneur d'hommes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans des managers entre guillemets traditionnels. Un bon patron d'une entreprise salariée, c'est toujours un bon entraîneur d'hommes. Plein de choses, hein, et pas seulement le business, mais c'est la diversité et l'imprévu des choses qui m'attendent. C'est-à-dire que les journées sont jamais toujours les mêmes, et il y a toujours un peu d'adrénaline, au sens imprévu, au sens décision à prendre, au sens risque. Par définition, il faut être quand même un peu risqueur ou joueur, enfin pas joueur, mais risqueur quand on est entrepreneur. Après, plus facile de prendre des risques quand on a réussi une première fois. Moi, j'ai vendu une première boîte, donc j'ai mis un peu de côté, et donc évidemment, c'est toujours pareil, c'est comme au casino, quoi. Après, il y a aussi une notion de conviction. Le risque n'est pas le même quand on l'analyse froidement comme un banquier, ou quand on analyse comme un entrepreneur avec des convictions fortes. Et donc c'est cette force de conviction qui permet de prendre des risques, en fait, hein, puisque c'est pas tellement l'aversion au risque, au fond, qui est la différence. C'est la conviction qu'on va mener un projet à bien ou pas. Je ne tomberai pas dans le discours lignifiant qui consiste à dire que l'argent ne compte pas. Parce que oui, ça fait partie de la récompense du risque. Moi, je vis bien, c'est parce que j'ai pris des risques. Donc, mais c'est quand même très insuffisant pour 95% des entrepreneurs que je connais. Et pour moi, la récompense, elle est aussi de voir un projet qui réussit, de voir des équipes qui grandissent, d'avoir raison d'ailleurs, hein. On ne dit jamais ça, mais quand on a pris un risque, quelquefois souvent contre l'avis des autres, puisque quand on est entrepreneur, il y a toujours des gens qui vous disent ça ne marchera pas. Quand ça marche, il y a un petit côté, je vous l'avais bien dit, quoi, hein. Enfin, j'étais le seul et c'est moi qui ai raison, quoi. Donc c'est vrai que ça fait du bien à l'ego. J'ai une vie peut-être un peu plus risquée ou moins prévue que le gars qui rentre à la poste à 20 ans et qui atteint l'échelon, je ne sais pas combien, à 60 ans. Mais beaucoup moins que le chef de section d'Afghanistan qui se fait rafaler par les talibans. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus... même si l'entrepreneur est important, il ne faut pas se tromper C'est une réflexion un peu plus large, c'est-à-dire que le français, et même l'être humain, n'est pas un être nomade, hein, par essence, plutôt un être sédentaire. Et la différence entre un entrepreneur et quelqu'un qui a une carrière plus linéaire, elle est là, au fond, hein, c'est cette notion un peu d'incertitude. Mais j'en ai pas. Non, enfin j'en ai peu, quoi. Donc j'ai une chance. Ça, je pense que ça fait partie aussi des qualités d'entrepreneur, c'est que moi je dors la nuit quoi qu'il arrive. Je fais plein d'autres choses en dehors du boulot, mais c'est pas pour décompresser, c'est-à-dire, moi prendre des risques, ça me stresse pas. Donc ça c'est voilà, comme le trac, quoi, hein. Je veux dire, là on l'a pas. Moi j'ai la chance de pas l'avoir. J'ai pas du tout cette vision de il y a le boulot d'un côté où c'est du stress, de l'angoisse et c'est dur, et puis après je me ressource ailleurs. Pour moi c'est un continuum, c'est-à-dire que bon, moi je cours pas mal, je fais des triathlons, mais en même temps quand je suis en train de courir, il peut m'arriver d'avoir des idées de boulot, quoi. Donc j'ai pas une espèce de frontière hermétique
entre les deux. Donc, je sais pas quoi, j'ai emmené mes enfants marcher en Corse cet été. Mais de temps en temps, voilà, j'étais en train de me dire, tiens, si on va lancer ça. Comme je peux prendre le même plaisir d'un côté ou de l'autre, je ne sépare pas de manière hermétique les deux sphères, quoi. Alors moi j'ai entrepris à deux la première fois, et puis j'avais des actionnaires. Donc j'ai jamais eu le syndrome que certains décrivent parfois de la solitude des décisions. Là chez Virgin, bon, moi je suis actionnaire, mais j'ai aussi des actionnaires, donc j'ai un conseil d'administration, donc j'ai jamais eu ce vertige de la solitude en fait. Je crois qu'il n'y a pas de règle parce que on voit des gens qui entreprennent même en famille, en couple, alors vraiment en couple au sens marital du terme. Ceux qui entreprennent à deux, à trois, il y a des gens qui se brouillent, d'autres qui restent amis à vie. Moi, j'ai entrepris avec quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était un peu sur le même projet que moi. On est restés très, très copains, on a continué à investir dans d'autres projets ensemble. Donc, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une règle absolue, parce que c'est une affaire de circonstances, de relations personnelles. Voilà, donc c'est de tempérament. Je ne sais pas si on peut donner un conseil là-dessus, en fait. Que ça soit famille, amis ou mon épouse, m'ont toujours été plutôt soutenus. Il y a aussi que j'ai pas eu de maman. J'ai connu des échecs, mais des échecs plutôt de diversification ou d'investissement que j'ai fait. Mais mon activité principale, donc Phonaos d'abord et ensuite Virgin, a toujours été plutôt une réussite. Ça aide à gérer les relations avec l'entourage, hein. C'est quand ça va mal voilà, qu'on juge la solidité de tout ça. Il faut réfléchir tout le temps, parce qu'il faut avoir, alors c'est pas une expression de moi, je crois que c'est René Char, les pieds dans le gaz, la tête dans les étoiles. C'est-à-dire qu'il faut gérer son cash à la semaine, mais se dire, voilà, qu'est-ce qu'on sera dans 5 ans, sinon on n'y arrive pas. Moi, je peux donner un exemple très concret, mais quand j'ai monté Phonaos, donc j'ai ouvert une boutique, avenue de Wagram, de téléphonie mobile. Donc mon sujet, c'était comment faire marcher la machine à carte bleue, quoi, hein. C'était pas... Mais en même temps, j'avais déjà en tête, ou je réfléchissais déjà à ce que pouvait être le réseau avec 50, 60, 80 boutiques, quoi. Là où j'ai vraiment un point de faiblesse, c'est, en fait, ça va être un peu provocateur de ça, mais c'est quand je dois me séparer d'un collaborateur. J'ai toujours tendance à attendre trop, parce que j'aime pas affronter cette situation, et c'est vrai que très souvent, je sais que la décision doit être prise, parce que ça fonctionne pas pour lui comme pour moi, et je repousse, je mets sous le tapis la décision pendant quelques mois, quoi. Je suis un grand partisan de décider vite, donc se tromper dans 20% des cas, mais ne pas repousser trop les décisions, sauf celles que j'ai évoquées précédemment. Je vis de la compétition. Sans compétition, on s'ennuie, quoi. Je suis fair-play, mais je suis mauvais perdant. Enfin, j'aime gagner, quoi. Bon, d'abord, j'ai pas eu, ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais beaucoup d'échecs. C'est-à-dire que j'ai eu des petits échecs, des diversifications, des projets, des investissements, mais j'ai pas eu d'échec majeur, celui qui vous brise. Donc, j'ai pas encore eu, je devrais dire pas encore d'ailleurs, à surmonter un échec majeur. Après, il faut être capable, c'est une des difficultés, de passer à autre chose, de ne pas s'obstiner. Là, je viens de perdre un peu d'argent dans un investissement dans une société qui fait des bateaux de plaisance. Bon, voilà, j'ai tiré un trait parce que j'ai vu au bout d'un moment qu'on n'y arrivait pas. Donc il faut essayer, mais il ne faut pas s'obstiner. Il faut quand même en tirer quelques leçons, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il faut faire un peu de remise en question. Et puis, il ne faut pas se décourager, c'est-à-dire que l'échec ferait vraiment partie de l'entrepreneur. On devrait toujours raconter ses échecs et ses succès, parce que on ne réussit qu'en échouant aussi. J'ai plutôt pas mal réussi, donc ça me permet de vivre bien. Bon, maintenant, je ne vais pas mettre 50 bagnoles dans mon garage, quoi. Donc ça ne change pas ma vie. C'est vrai que ça...
Le risque est d'avoir un peu le melon, si j'ose dire. Hein. C'est vrai que ça flatte l'ego, voilà. Donc, moi, j'ai une femme qui sait me ramener à l'ordre de manière régulière. Donc voilà, ça suffit. Je pense que ça fait partie comment dire, c'est partie de ce qui rend le job excitant. Parce que sans imprévu, au fond, un entrepreneur ne peut pas réussir. C'est-à-dire, si tout est planifié et planifiable, par définition, les boîtes établies, les gros vont réussir. Moi, dans 2 cas, donc, dans le cas de la distribution, j'étais face à des mastodontes de la distribution, Fnac, Darty, etc. Et donc le marché du téléphone portable a explosé de manière tout à fait imprévue. Et en plus, la manière dont c'est développé était complètement imprévue. Et c'est pour ça que j'ai réussi à me glisser dans le trou de souris. Sinon, on n'y arriverait pas. C'est comme, je prends l'exemple de la régate souvent ainsi. C'est parce que le vent change tout le temps que d'un petit bateau avec plein de réglages, avec des options un peu différentes, peut réussir à passer la bouée avant les paquebots, quoi. Donc il faut de l'imprévu pour réussir. Il y a beaucoup de hasard. Donc moi j'ai monté Phonehouse parce que j'ai trouvé l'idée à l'étranger, en Angleterre en l'occurrence, en rencontrant un des 2 fondateurs d'une boîte similaire, à qui d'ailleurs j'ai revendu l'entreprise, et je l'ai rencontré sur un terrain de rugby. Il jouait en face et on a pris une bière après et on a discuté. Bon, c'est quand même une forme de hasard, mais c'est pas seulement du hasard, c'est-à-dire que ça faisait quelques années que je cherchais un projet d'entrepreneuriat. Donc c'est la combinaison de la volonté et du hasard qui fait, je pense, une vie en fait, au fond, un destin. Donc il faut, c'est ce que disait Napoléon, hein, il faut la chance, il faut la provoquer, il faut la chercher, quoi. Du courage et de la conviction. Il faut rêver. Si on rêve pas, il ne faut pas que rêver, mais si on rêve pas, on n'entreprend pas. C'est une question qui mériterait plus qu'une minute de réponse, mais il faut bien avoir le but en tête, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être assez... Il y a plein d'interférences qui peuvent être les banquiers, qui peuvent être problèmes sociaux, qui peuvent être problèmes logistiques. Enfin, il faut bien garder le but, c'est-à-dire qu'il faut mettre toute son énergie sur ce qui fait le levier de l'entreprise. C'est quelquefois ça qui, surtout quand on grandit, moi j'ai vécu, donc ça fait la 2e fois que je passe de 0 à 500 salariés en 3-4 ans. On peut se disperser beaucoup dans des choses périphériques. Et il faut vraiment avoir une espèce d'obsession de c'est quoi le levier de cette boîte. Quel est le truc le plus important dont moi, le patron, je dois m'occuper, quoi. Et c'est un peu ça qui fait, je trouve, la différence entre succès et échec. Moi, je crois beaucoup à l'exemplarité. C'est-à-dire que s'ils ont un patron engagé, courageux dans ses décisions et heureux dans son job, ça devrait quelque part, entre guillemets, rayonner dans l'entreprise, quoi. Voilà. Après, ça fonctionne pas. Bon, il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui n'ont pas forcément adhéré à ma manière de fonctionner, ce qui est parfaitement acceptable, honorable et compréhensible. Je crois être un patron très exigeant, qui demande beaucoup, qui demande de l'engagement, du courage, de la prise de risque. Le rêve d'un patron, en fait, c'est d'avoir des entrepreneurs chez lui, des intrapreneurs. Et en même temps, évidemment, s'ils sont tous entrepreneurs, ils vont tous partir. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de collaborateurs de Phonehouse qui sont partis monter leur boîte, ce dont je suis très fier et très, très content pour eux. Donc voilà, c'est ça que je recherche. Bon, une manière de les garder, c'est quand même de les associer au capital d'une manière ou d'une autre, ce qui est une espèce de compromis intelligent. Mais j'ai besoin de gens qui ne soient pas... ce que je déteste par-dessus tout, pour le mettre dans l'autre sens, c'est la politique interne. C'est-à-dire, je commence à me couvrir, je commence à agiter un peu le truc et là, je tire à vue. Je pense être un bon vendeur. Moi, souvent, quand je vois des projets de création d'entreprise dans lesquels j'investis, je me dis, est-ce qu'il y a un vendeur dans le lot? Quelquefois, on voit des projets formidables sur le plan de la technologie, de l'idée, mais il manque un commerçant. Et je ne connais pas beaucoup de business qui peuvent se passer d'un commerçant.
Est-ce que j'ai des doutes? Pas beaucoup. C'est sûrement un défaut. Non, pas beaucoup. Je ne suis pas le genre à m'arrêter au bord du chemin pendant plusieurs heures pour me dire, voilà, est-ce que... Non, les doutes que je peux avoir, ils sont plus d'ordre éthique, moral. On a souvent des décisions, entrepreneurs ou pas, hein, d'ailleurs, des décisions difficiles. On parlait de se séparer d'un collaborateur. C'est jamais une décision facile. D'abord parce qu'on se demande toujours si c'est lui ou si c'est nous. Et puis parce que quelquefois il y a des circonstances qui ne sont pas faciles. Je veux dire, bon, séparer de quelqu'un quand on est sûr qu'il va retrouver un job, etc., c'est une décision assez simple à prendre. Quand on est dans un cas un peu particulier, c'est plus âgé, quelqu'un dont on pense qu'il va avoir du mal à retrouver, ou qu'il y a des circonstances personnelles difficiles, je sais pas quoi, divorce ou autre. Voilà, donc, je pense que tout patron, encore une fois, entrepreneur ou pas, doit être en permanence. C'est pas des doutes, c'est des interrogations morales plutôt. Il y a des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais qui ont tous des côtés moins admirables. Je veux dire, Bill Gates, c'est un entrepreneur fabuleux, mais c'est quelqu'un qui a quand même des grosses difficultés de communication, hein, pour ceux qui l'ont approché. Warren Buffett est un type génial, mais il n'a jamais rien créé lui-même. Branson, que je connais bien, est assez fabuleux parce que il a rebondi 3-4 fois, il est passé pas loin de la faillite. Enfin, c'est un type qui a des idées, mais il a plein d'échecs, il est quelquefois très dur avec les gens avec qui il travaille. Donc voilà, je trouve qu'il y a à apprendre chez tout le monde. Moi, je suis très collectionneur de tout ce qui touche autour de De Gaulle parce que j'ai une fascination pour... parler de rebelles tout à l'heure, dans la première partie de l'entretien. Je trouve que toute la geste gaulienne, notamment évidemment le départ à Londres, c'est, alors, toute proportion gardée, parce qu'il ne faut pas évidemment comparer, presque une démarche d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il était tout seul, il a fait comme si en quelque sorte il allait devenir grand, et il est devenu grand, et il a représenté la France. Enfin, c'est un personnage assez fabuleux, donc je suis je suis pas un gaulliste inconditionnel, parce qu'il y a des personnages, il y a des côtés un peu plus noirs dans l'histoire, mais c'est quand même un personnage incroyable. Nos compatriotes, De Gaulle disait les Français sont des veaux. Moi je dirais plutôt les Français sont des paysans, c'est pas des marins. Donc on n'est pas un peuple d'aventuriers, hein. D'ailleurs, on émigre peu, hein. Il y a peu de Français aux États-Unis, quand on regarde l'histoire. Donc c'est vrai qu'on est des terriens, on n'est pas par nature très entreprenant. Cela étant dit, quand on regarde les choses d'un peu plus près, il y a des signes positifs. D'abord, je cite souvent ce chiffre, on est le champion du monde de la création d'associations. On en crée, je crois, 60 000 par an. Créer une association, c'est déjà entreprendre. À but non lucratif, mais c'est entreprendre. Puis il y a tout le mouvement autour de l'auto-entrepreneur, qui, alors même si un certain pourcentage ne font pas de chiffre d'affaires, même si c'est toujours des petites activités, c'est quand même une démarche d'entrepreneur. C'est s'assumer, hein, le fond de tout ça, c'est le fonctionnement collectif ou solidaire, hein, qui est celui où on s'abrite derrière l'État, ou l'initiative individuelle. Bon, évidemment, l'entrepreneur que je suis pousse à ce qu'il y ait plus d'initiatives individuelles. Moi, je suis pas très négatif. Bien sûr qu'il y a des tas de choses qui, quand on est créateur d'entreprise, peuvent être horripilantes, voire démoralisantes. Mais d'abord, moi je dis toujours, bon, de deux choses une, quoi, où on critique ce pays, et à ce moment-là, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire il faut aller monter sa boîte en Californie, parce qu'on se dit ici, on peut rien faire. Ou alors, on est un peu patriote, quoi. Je veux dire, on aime ce pays, on aime la qualité de vie, voilà, on y mange bien, on y boit bien, les gens sont sympas, et à ce moment-là, c'est ici qu'il faut entreprendre avec les contraintes. Qui ont évolué, hein, quand même dans les dernières années. Il faut reconnaître que les contraintes se sont plutôt restreintes. L'esprit d'entreprise, je trouve, se développe. Et voilà, il faut contribuer. C'est pour ça que moi, je suis pas mal impliqué en dehors de mon boulot, de mon entreprise, dans d'autres choses, pour ça, pour essayer de propager un peu cet esprit d'entreprise. Qu'est-ce que j'aimerais changer dans le monde de l'entreprise? Bon,
enfin je vais dire des banalités, mais on n'a pas trouvé mieux que l'entreprise pour créer de la richesse. Jusqu'à preuve du contraire, l'entreprise, c'est le lieu, finalement où la communauté humaine fonctionne le mieux. Alors évidemment, il y a des choses à corriger. Je pense que l'essentiel des corrections ne se fera pas par la régulation. Alors, parce qu'il y a toujours, enfin quand on met une règle, on voit bien sur pourquoi les salaires des patrons, etc. Enfin tous ces sujets-là, il y a toujours des gens pour la contourner. C'est comme les radars, quoi. Hein, à un moment, donc la règle ne résout rien. Et au fond, c'est le comportement individuel, éthique, des acteurs de l'entreprise qui est le sujet. Moi, je crois beaucoup, j'en ai parlé tout à l'heure, à l'exemplarité, c'est-à-dire que quand on a un patron qui ne donne pas l'exemple, derrière, la culture d'entreprise se délite. Et donc, au fond, la question, c'est j'aimerais changer les acteurs de l'entreprise, quoi. Moi, je crois qu'on devrait beaucoup plus enseigner, même si c'est pas facile, l'éthique dans les écoles de commerce, parce que c'est presque la meilleure façon de changer l'entreprise ou d'améliorer l'entreprise. J'ai donc avec le produit de la vente, enfin le prix plutôt de la vente de Phonehouse, on a avec mon épouse monté une fondation qui est abritée à la Fondation de France. C'est la vieille règle de la Bible, hein, de mettre 10%. Donc moi j'ai mis 10% de ce prix, après impôt quand même. En France, il faut le dire, c'est une petite parenthèse, mais il y a beaucoup d'incitations fiscales autour de la philanthropie, hein, qui sont un peu méconnues, mais on est un pays, alors on paye beaucoup d'impôts, mais il y a beaucoup de manières de les déduire. Et alors on a fait un choix qui est pas celui justement de soutenir une cause. On a appelé ça, enfin c'est pas d'ailleurs nous qui l'avons inventé, c'est la venture philanthropie, c'est-à-dire plutôt des petites associations qui démarrent, plutôt que des très grandes associations établies qui ont d'autres moyens de trouver de l'argent. Avec l'éternelle difficulté, hein, c'est que dans le venture capital, les critères de retour sur investissement, de réussite sont assez, enfin pas simples, mais ils sont faciles à matérialiser. Quand on est dans le monde caritatif, c'est très difficile. Entre l'extrême qui serait de demander des KPI, des indicateurs de qualité tout le temps, et puis l'inverse qui est, voilà l'argent, faites ce que vous voulez. Et c'est un vrai sujet, la gouvernance des ONG, surtout les petites ONG, c'est un sujet très compliqué. Donc on investit un peu dans tout. On soutient des dispensaires au Niger. À Noël, on va voir les Karen au nord de la Thaïlande. Voilà, donc on s'est un peu tous azimuts, pas mal à l'étranger. J'ai la notion du temps qui passe et qui s'écoule. Et donc, je veux remplir ce temps. Donc, c'est vrai que chaque journée, une journée qui passe, et donc chaque journée doit être une journée où j'ai l'impression d'avoir fait des choses. Mais ça correspond aussi à un plaisir. Hein, c'est la joie de l'âme est dans le faire. Enfin, c'est en anglais. Hein, the soul joy is in doing. Bon, voilà, voilà, je suis heureux d'une journée qui passe quand j'ai l'impression d'avoir accompli un certain nombre de choses. Bon, c'est facile à dire quand on en a un, mais je suis assez relax par rapport à ça. C'est-à-dire que j'en ai, mais j'ai l'impression de le mériter parce que je ne l'ai pas hérité. Je ne vais pas non plus d'un milieu défavorisé, mais voilà, je n'avais pas forcément un capital de départ. J'en ai, je vis bien, mais voilà, j'ai pas 50 bagnoles dans mon garage, quoi. C'est une source de progrès. Enfin, moi, je suis pas du tout. Je me méfie beaucoup de toutes ces idéologies de décroissance que je trouve extrêmement dangereuses. C'est vrai que dans la vague écologique, il y a un petit côté revenons à l'âge de pierre, quoi. Hein, je caricature, mais de temps en temps, on voit affleurer cette idée-là. Le progrès est source de technologie. Alors bien sûr, on peut dire, voilà, c'est source de stress, c'est source de etc. Bon, bien sûr, mais enfin, c'est quand même globalement plutôt une source de progrès qu'autre chose. Je trouve qu'il faut trouver un équilibre. Donc on voit bien qu'effectivement on a des ressources qui ne sont pas pérennes, de toute nature. Et donc il faut en prendre soin. En même temps, aller expliquer à un paysan chinois qui meurt de faim ou qui a froid qu'il ne faut pas qu'il fasse son réchaud ou il ne faut pas qu'il ait une voiture parce que ça pollue,
c'est un peu plus compliqué. Donc il y a un équilibre à trouver. Et en tout cas, je crois vraiment que l'impulsion doit partir des pays riches, quoi. C'est nous qui avons le confort matériel qui devons être exemplaires avant de donner des leçons aux autres. Je vais répondre une banalité, mais c'est faire ce qu'on aime avec des gens qu'on aime. Voilà. Donc, alors c'est pas toujours ça. Hein. De temps en temps, on fait ce qu'on aime, mais pas avec des gens qu'on aime. De temps en temps, avec des gens qu'on aime, on ne fait pas ce qu'on aime. Donc, quand on arrive à, voilà. Le malheur, c'est la mort de ceux qu'on aime. J'ai perdu mon père il y a 1 an. Voilà, c'était une épreuve, même s'il est mort à 75 ans, donc à un âge respectable, ça a été un moment extrêmement difficile, et même si je savais que ça allait arriver un jour. Valeur cardinale pour moi, hein, c'est une source d'équilibre. Moi, je suis marié depuis 20 ans, avec 4 enfants. Voilà, c'est quelque chose auquel je crois. Pas de manière idéologique, je veux dire, pas au sens, oui, mais c'est une boussole. Pareil, mais avec un degré moindre. J'ai les mêmes copains depuis 30 ans, voire 40 ou 45 pour le plus ancien. Je suis assez fidèle en amitié. Je vais être réaliste, je ne suis pas sûr de laisser une trace. Voilà. Après, oui, si je dois laisser une trace, c'est celle d'avoir effectivement contribué modestement à la création de richesses de ce pays en créant des emplois, quoi. Mais enfin bon, dans 300 ans, je pense qu'on parlera d'autre chose. Sans en être non plus complètement mégalo, il y a pratiquement 2000 collaborateurs chez Phonehouse. Voilà, j'ai dû créer dans ma vie pas loin de 3000 emplois, j'en tire une certaine fierté. Et aussi la pérennité, c'est-à-dire que voilà, la boîte je l'ai vendue, mais elle continue à croître, à se développer, elle a toujours gagné de l'argent. Donc j'ai pas fait un coup, comme il y a eu quelques coups dans la bulle Internet. Voilà, c'est un vrai business model, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, non. La première chose, c'est que moi, je ne transmettrai pas mon entreprise à mes enfants pour 2 raisons. La première, c'est que je suis dans des secteurs où le business model se réinvente tellement vite que c'est extrêmement difficile de raisonner à l'horizon d'une génération. Et puis la deuxième, elle est que je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau à leur faire, quoi. Je préfère qu'ils volent de leurs propres ailes dans ce qu'ils ont envie de faire plutôt que de leur imposer finalement l'obligation quelque part morale de prendre ma suite. Et puis dans l'entreprise, oui, enfin, je pense que faire grandir ses collaborateurs, dont un successeur, c'est une obligation. Ah, je pense que si j'avais dû faire autre chose, j'aurais été militaire. Passé 2 ans dans les commandos de marine, j'ai adoré cette période. J'ai failli y rester, enfin pas y rester au sens, y rester au sens re-signer, parce que c'est un milieu de gens très courageux, sans politique, beaucoup d'authenticité. Les gens que j'ai admirés le plus dans ma carrière professionnelle, c'est là que je les ai trouvés. Voilà, après, quelques défauts, qui est moins vrai dans les forces spéciales, mais enfin qui est vrai dans l'organisation militaire, c'est une énorme rigidité. Voilà, qui faisait que je ne pouvais pas, mon tempérament rebelle n'aurait pas résisté. Déjà, je souhaite transmettre des valeurs à mes enfants. La deuxième chose, c'est que j'essaie de le faire plutôt par l'exemple que par entre guillemets, des leçons de morale. Je vais répondre par une parabole que j'aime beaucoup, qui est une parabole de l'Évangile, qui est la parabole des talents. Alors, je la résume parce que pas la faire en long, mais enfin en gros, on est tous sur Terre pour accomplir un certain nombre de choses. On a donc alors les talents, c'était des pièces d'argent de l'époque, il y a 2000 ans, mais c'est aussi on n'est pas tous nés avec le même talent. Et donc il faut, en gros, accomplir ce pourquoi on a été mis sur Terre. Et c'est une des difficultés, je trouve, c'est de trouver sa vocation. C'est-à-dire
voilà, ce pourquoi on est fait, on met souvent du temps.